été sur cet immense terrain-là. On les avait, en fait, on les avait acquis à la Société d'histoire, puis on avait rencontré des gens là, qui travaillent au service du patrimoine de la Ville de Québec, qui étaient venus nous rencontrer au local ici à côté pour évaluer là, si ça valait la peine de faire quelque chose avec ça. Et d'entrée de jeu, en voyant ces objets-là qu'on avait présentés sur la table, des petites étiquettes, des recherches déjà qui avaient été pré-effectuées par des non-spécialistes autour de ces objets-là. Puis, bien, évidemment, les gens de la Ville de Québec là, ont été vraiment là, collaborateurs avec nous. Ils ont dit, ben, effectivement, il y a quelque chose à faire avec ça, c'est important, puis on va voir comment ça va s'organiser. Si j'oublie les bouts là, de comment tout ça s'est passé, là, je vais avec vous comment de compléter ce que je dis. Alors, ces objets-là, on ne les a plus, sauf quelques-uns, comme vous voyez ici ce soir. Ils sont à la Ville de Québec pour le moment pour analyse. Puis, éventuellement, bien, on pourra en profiter plus sur ce que ces objets, sur ce que cette histoire matérielle va nous amener comme compréhension de l'histoire de notre territoire. Moi, je dois vous avouer que je suis historien dans la vraie vie. Là. Moi, j'enseigne l'histoire au Cégep de Lévis, puis c'est ça mon travail. Alors, moi, c'est les documents. Hein? Moi, il faut que ça soit écrit. Les objets, l'histoire matérielle, moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'archéologue qui, lui ou elle, est un spécialiste dans une science du passé qui travaille non pas avec des documents, parfois oui, mais beaucoup avec des objets. Alors, moi, en apprendre plus sur l'histoire de mon territoire, à travers tout ça, ça me donne des frissons tellement je trouve ça excitant. Il y a un peu dans les sorties. OK, alors, je vais faire une mise en contexte, peut-être que Thomas ou Hugo pourront compléter au besoin. Mise en contexte, j'essaie d'y aller rapidement pour vous mettre dedans pour que vous compreniez bien. Le terrain occupé par le garage municipal de la ville de Loretteville, sur la rue Martel, qui n'existe plus, mais qui est démoli, et par l'école Morissette sur la rue Mineuf, Saint-Louis, a connu une occupation très ancienne. Avec une façade justement très ancienne sur la rue Racine. Ce terrain-là qui se trouve un peu à l'arrière de la pharmacie Martel, là. Ceux qui connaissent le coin, vous savez de quoi je parle. Ben, la pharmacie Martel, il y avait un vieux bâtiment, là, puis le neuf a été construit sur le vieux, là, puis tout ça, là, on comprend ça. Il y avait des vieilles maisons en façade sur cette vieille artère qui était la rue Racine. Puis à l'arrière de ça, ben, il y a eu une vie. Hein? C'est de cette vie-là que je vais vous mettre en contexte ce soir. Donc, avec une façade très ancienne sur la rue Racine d'aujourd'hui, ce lot fut concédé très tôt dans l'histoire par les seigneurs jésuites. Alors, on est ici dans une seigneurie qui s'appelle la seigneurie Saint-Gabriel, dans un rang en particulier qui s'appelle le rang du Grand Saint-Antoine. Avant ça, il s'appelait juste Saint-Antoine, parce qu'à un moment donné, il y a eu le petit qui est arrivé, qu'il a fallu distinguer le grand du petit. Donc, Grand Saint-Antoine ou Saint-Antoine plus anciennement. Et ben, les Jésuites ont concédé des terres très tôt, dès en fait fin des années 1660, début des années 1670. Ça, c'est dans des documents. Moi, je suis capable de travailler avec ça. Je connais ça, je suis à l'aise avec les écrits. Je le sais, je l'ai vu, vous le faut, vous le démarche. Donc, à partir autour de la chute, là, vers les années début 1670, on a du monde qui vit ici, sur la rue Racine, puis on n'est pas très loin de la chute. Donc, on est sur un terrain qui est très ancien. Bon, continue. Nous ferons cette fois une vraie histoire dans cette rénovation. À la suite des fusions municipales de 2002, l'école a cessé éventuellement ses activités scolaires et le garage a été jugé vétus et a cessé d'être utilisé par la Ville de Québec. Là, ils l'utilisaient un bout de temps, puis après ça, ils ont cessé de l'utiliser. Alors, les deux bâtisses ont été démolies. Le terrain étant resté inutilisé, des pièces archéologiques ont commencé à sortir du sol par elles-mêmes. D'accord? Je ne pense pas que j'exagère en mentionnant cette phrase-là. Le sol a levé les pièces archéologiques, puis c'est épandu partout sur le terrain des deux anciennes bâtiments. Bon, évidemment, un soin du secteur, comme on regarde ici, a commencé à les récupérer et à déclarer leur existence au ministère de la Culture.
Vous savez que ça, c'est la loi, c'est une obligation. Si on fait une découverte fortuite d'une pièce archéologique, on remplit un petit formulaire, on envoie ça au ministère de la Culture, puis des fois, nous avons une accusé de réception, pas tout le temps, puis on est content, puis on garde l'objet, puis ils le savent. Ce qu'on veut, c'est que l'État, qui est garant de ce savoir-là, le sache. D'accord? J'ai bien dit, oui, le sache. C'est pas une journée pour moi, hein? J'ai enseigné le fascisme. Bon, alors, donc, on a commencé à les parler. On était, nous, dans la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, mis en contact avec ces découvertes-là. Évidemment, on trouvait ça super intéressant, puis on voulait en savoir plus, puis on a essayé de participer à ça, mais c'était une première pour nous, puis on n'est pas habitué à tout ça, puis on ne savait pas trop quoi faire. Comme ça, on a déclaré, puis OK, et encore, qu'est-ce qui se passe après? Alors, la Société d'histoire, la Ville de Québec, le ministère a vérifié dans le dossier. Ça a mené à les objets se sont rendus ici au local de la société, ici à côté, au côté du mur. Puis, ben là, de fil en aiguille, on a compris que la Ville de Québec, qui possède toujours le terrain où se trouvait le garage municipal, a mandaté une compagnie, une coopérative en archéologie, Galia Archéologie, pour venir faire une surveillance lors de la décontamination du terrain, parce qu'on s'entend que le garage municipal, c'est un terrain contaminé, il y a des pompes à essence, à diesel, tout ça sur le terrain. Puis là, ben là, c'est là que c'est à peu près dans ce moment-là qu'on a discuté avec les gens sur place, on est allé les rencontrer sur le terrain, et puis que là, la Ville de Québec s'est impliquée et ils sont venus nous visiter avec la photo que vous avez vue tout à l'heure. On a montré ça, ils sont partis avec ça, puis on a dit c'est tellement un beau projet qu'on a fait notre premier mercredi d'histoire de la saison 2024-2025. Bon. Les objets ont été remis à la Société de la Ville de Québec qu'on arrive. Un code barre a été donné au site de déclarant site archéologique. Ça, c'est-à-dire que maintenant, et pour l'éternité, rien de moins, et plus longtemps encore, le site est reconnu comme étant un site archéologique officiel par le ministère de la Culture. D'accord? Sauf erreur de moi quelqu'un, je pense que c'est le seul site à Loretteville. J'oserais, non, pas dans toute la Haute-Saint-Charles, parce qu'il y en a au lac, là. Mais à Loretteville, oui. Il y en a peut-être un autre à Il y en a un autre, c'est les restes de l'ancien cimetière, de l'ancienne église, il y avait des sépultures. Oui. Ouais. Le cimetière a été bougé. En tout cas, ce que je veux que vous sachiez de cette histoire, c'est que c'est exceptionnel. Rien de moi. D'accord? Et on est formé. Bien. Alors, voici pour la mise en contexte large. Je n'ai pas trop oublié d'affaires. Non, ça va. Ça devient un site protégé. Ben, minimalement protégé, oui. Ils vont construire pareil dessus. Ils vont construire pareil? Oui. Ok. Mais il y a des règles. Là, ben là c'est là que je ne les connais pas parfaitement. Ils n'auront pas de sous-sol. Ils vont en avoir un. Mais ils ne vont pas se mettre un bandeau devant les yeux lorsqu'ils vont trouver les choses. Voilà. C'est ça, l'idée. C'est déjà beaucoup. Vous avez une question? Là aussi, il y a beaucoup de sable. Oui, Ça va être très bien à ce niveau-là. c'est ça. Alors, donc, pour vous situer le garage municipal en 2009, alors, comme étudiant, j'ai déjà travaillé là-dedans. Quand je travaillais avec la Ville de Québec, je faisais des fiches signalétiques pour les produits dangereux. Ils m'abandonnaient dans le garage municipal toute une journée de temps avec un manteau d'hiver. C'était pas le bon moment. Et ça, c'est le site de l'école Montclair en 2009, qui alors était utilisé par la Ville de Québec. Vous voyez la pancarte devant déjà. Alors, parce qu'il y avait des bureaux des employés des travaux publics, et des employés d'administration et tout ça, là. Ils travaillaient à partir de l'école Montclair, qui n'était plus une école à ce moment-là, parce que déjà, il n'y avait plus assez d'enfants dans le quartier pour qu'ils conservent cette école-là comme étant une école. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait besoin. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait besoin. En tout cas, Ça va grandir l'aventure. à suivre.
Alors, juste pour vous montrer un peu l'occupation du territoire, on a ici l'extrait d'une carte qui s'appelle la carte du gouvernement de Québec de Gédéon de Catalogne qui a été produite en 1709. Même si il y a quelques imperfections sur la carte, on est capable de se retrouver et de visualiser où on est. Alors, pour vous situer, la ligne noire qui descend de haut en bas, c'est la rivière Saint-Charles. On voit la chapelle Notre-Dame de Lorette ici. C'est l'église du Val-du-Monde, en bouillon, on en connaît. Et bien, le chemin qui passe ici, c'est la rue Racine. On a les terres qui sont aussi conservées nord et sud de chaque côté de ce chemin-là. Et pour vous situer, le fond des terres du rang du Grand Saint-Antoine, donc ici, c'est l'actuelle rue Durand. Donc, ce sont des terres qui sont nord-sud de la rue Racine à la rue Durand. D'accord? On a à peu près la même distance du côté est avec le petit Saint-Antoine qui sera abordé dans un mercredi du soir au printemps. Alors, voilà. Puis, bien, on voit que dès 1709, les deux sections du rang sont déjà concédées. Et moi, je dirais même que ça fait à peu près 30 ans que ces terres-là sont concédées. J'estime, je me garde une petite réserve, là, il faudrait que je pousse un peu plus loin ma recherche et ma démonstration, mais que le terrain qui nous concerne, en fait, serait probablement le terrain ici occupé par Jacques Barbeau, concédé en 1679 dans un acte de concession par les Jésuites, mais terre qu'il occupait déjà depuis 9 à 10 ans de mémoire sur simple concession verbale des Jésuites. Les Jésuites faisaient ça. Moi, je travaille avec l'écrit. Moi, c'est l'écrit. Concession verbale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aidez-moi quelqu'un. Alors, donc, voilà. Alors, à peu près cette terre-là, puis c'est la suivante. Ben, c'est on est déjà dans le Savard, puis le Savard, ben, c'est le fond de la rue Giroux avec la vieille maison en bas complètement. D'accord? Maison protégée par le ministère de la Culture, pas dans la section archéologie, mais quand même protégée. D'accord? 1709, cette carte-là est magnifique parce qu'on trouve les noms de tout le monde sur tous les terrains. D'accord? Donc, là, je vais faire un énorme saut dans le temps. Je vais me projeter au début du 20e siècle. Alors, avant qu'on ait le garage municipal sur ce site-là, il y avait la salle Montcalm. La salle Montcalm, certains ont sans doute déjà entendu ça, cette expression-là. Je vois des têtes qui disent oui. Alors, c'est sûr que les plus vieux d'ici en ont entendu parler. La salle Montcalm se trouvait donc sur l'actuelle rue Martel, de côté, par rapport à la rue Martel, et pour y rentrer, de côté. On rentrait par la rue Martel, mettons, par la rue Martel, moi, je rentre dans une voiture qui est rentrée. Là, ici, cette photo-là, je mentionne, oui, Denis Paul. La rue Martel s'appelait rue de la Salle. On l'appelait la rue de la Salle. La Salle Montcalm. L'ancien nom de la rue Martel, c'est la Salle. Et là, cette photo-là date de la période 1908-1911. On a un indice dessus, c'est écrit ici dans le bas, chapelle provisoire, parce que l'église de Loretteville avait brûlé en 1908. Et lorsqu'elle a brûlé en 1908, on va utiliser la salle Montcalm comme chapelle provisoire avec les cloches ici à côté. La nouvelle église, celle qui brûle en 1967, que tu as connue, va être terminée en 1911 et inaugurée en 1911. Donc, ça, j'ai estimé la photo. 1908, 1911. Oui, comment? J'aimerais ajouter que selon les objets, j'ai fait quelques recherches dessus, pour dater et tout. Et cette photo-là a été prise exactement dans la période où le dépotoir était à son plein. Donc, ça tombe bien. Là. Je trouve que ça tombe bien. Là. Excellent. Donc, c'est une salle qui va être utilisée pour plusieurs fonctions dans l'histoire et qu'on va démolir pour construire le garage municipal de la ville de Loretteville. Donc, elle va servir de salle municipale, de salle de spectacle, de salle on célèbre un 25e, un 50e, etc., etc. On fait tout dans des concerts de l'harmonie de Loretteville, des mariages, des réceptions, des pièces de théâtre, etc. Il va même avoir des galas de boxe. Alors, salle multifonction qui va être construite probablement en 1903-1904. Je t'explique ça dans un instant. Mais je te montre qu'on avait une photo ici devant la salle Montcalm
avec la garde civique de Loretteville. Alors, probablement à l'époque de la Première Guerre mondiale ou un peu après. Alors, là, on ne les voit pas très bien, mais je suis sûr qu'il y a du monde qu'on reconnaîtrait là-dedans. D'accord? Si toi connais quelqu'un, tu me le dis. C'est ça le principe. Le mercredi l'histoire, c'est que moi, là, je te fais parler. Hein, d'accord? Moi, là, je suis là, puis blablabla. Moi, je fais ça dans la vie. Tu sais, il n'y a pas de défi pour moi. Avec toi, tu m'interviennes, là, j'aime ça, tu m'interviennes. D'accord? C'est mal dit, un peu comme vous. C'est bon, on continue. On a quelques photos. Je vais t'alimenter, là, en photo, le bâtiment, le terrain. Alors, ici, on a un plan. Un plan d'assurance. Alors, ça, ce sont des outils magnifiques qui sont conservés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cartes et plans. On a un plan d'assurance de 1917. D'accord? On voit donc la rue Racine en haut, qui est indiquée Racine. C'est comme, on a biffé même pour écrire Racine à la main sur le vrai plan, on le voit un peu plus tard. Alors, Racine, même, rue principale. La rue Racine a porté le nom de rue principale. Et là, je vais faire une capture d'écran de la carte, mais en étant large pour que tu puisses te situer. Alors, on voit bien sûr à gauche l'église. Donc, l'église qui avait brûlé, qui a brûlé en 1967, là. Donc, cette église-là a été libérée en 1911, là. On la voit bien ici. Donc, l'église en bleu, la rue Racine. À côté de l'église, ici, c'est la rue Giroux, qui descend vers la vieille maison. Puis bien, on a ici la rue Martel. Descend ici. Et, tiens donc, c'est écrit sur ça. Hall. Salle Montcalm. Ici. Donc, on retrouve la salle Montcalm ici. Et je t'invite particulièrement à noter la présence d'un bâtiment qui se trouve derrière Hall. Une petite maison avec un étage et demi. On indique ici, là, on ne voit pas très bien, c'est tout petit, mais on peut se et un et demi, ça veut dire qu'elle a un étage et demi, ça veut dire que le rez-de-chaussée, puis après ça, il y a un toit à la canadienne. Comme ça. Puis, ben, voilà, c'est une maison derrière. Comme en deuxième couche, à l'arrière des maisons, qui étaient probablement les plus anciennes, ayant façade sur la rue Racine. On s'entend? On comprend bien? Oui? Tu anciennement où était l'école Morissette? L'école Morissette est plus bas. Ici, il y a un petit chemin qui existe encore, qui permet de rentrer pour aller sur le terrain en arrière, juste à côté de la maison qui existe encore ici. Alors, on le verra peut-être sur une de mes autres captures d'écran. Ce chemin était probablement le chemin d'accès pour aller à cette maison-là, maison qui n'existe plus. Mais on a des gens ici qui l'ont connu, cette maison-là. Je vais vous parler dans un instant. Allez-y. C'était pas de Anthony Savard. Denis? Ah, c'était pas M. Antonio Savard. Je crois qu'on peut confirmer que c'était une famille Savard, effectivement, qui habitait cette maison-là. Alors, évidemment, les gens du quartier, le Denis qui a grandi sur la rue Lessard, vous, pas très loin, là. Il y avait des poules. Il y avait des poules. Ah, oui, ben, c'est ça. Alors, cette maison n'existe plus. Et le lieu, Thomas pourra me le confirmer, d'être découvert se trouve tout près de cette ancienne maison qui n'existe plus aujourd'hui. Thomas, vas-y. C'est un petit peu plus, à peu près au sud-sud-est. Sud-sud-ouest, en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'était pas mal en plein milieu d'une zone, c'est vacante, qui avait rien. Donc, le parfait endroit pour jeter les déchets. Un dépotoir. On a appelé ça le Je pense que c'est un même. dépotoir. Je ne sais pas si c'est un dépotoir de latrine, ça va super. Dans notre langage à nous, ici, aujourd'hui, entre nous autres, là, on a appelé ça le dépotoir. OK? Bon, c'est un beau dépotoir pour un autre vieux, là, on se comprend bien. Donc, on est dans cette réalité-là, hein, avec un terrain vague vers le nord, un terrain vague vers le sud. Évidemment, en 1917, l'école n'existait pas. C'est une école à Duplessis, l'école Morissette, là. Alors, c'est les années 50, là, on s'entend. Vous savez, une école à Duplessis, construite à l'époque de Duplessis. Toujours sur le même modèle. Ouais, c'est bon. L'école d'Aventure, l'école Saint-Claude, des écoles à Duplessis. C'est bon? Super. On va voir une autre vision du terrain là, en 1948. Alors là, tu vas me dire, on voit bien, tu as un peu raison.
On sent quoi, ça c'était d'histoire? On sent quoi? Alors, tu vas reconnaître sur cette carte de Québec en 1948, il y a quelqu'un qui a eu la magnifique idée en 1948 de faire des vols en avion au-dessus de la ville de Québec et de prendre des photos et d'en faire un collage immense. Photos qui existent aujourd'hui, là, qui sont toutes collées, qu'on peut consulter en ligne en s'agrandissant, en s'avançant, en se reculant. Mais sur une capture d'écran projetée sur un PowerPoint comme ça, on ne voit pas très bien. Mais on peut reconnaître l'église ici. Donc, l'église, la rue Racine. Puis, dans le son erreur, je peux loin de mon maître. Oui. Mais ici, on avait la rue Martel Oui. avec la salle locale. Ah. D'accord? C'est ici, là. Là, évidemment, les ombres et tout ça, ça nous. On ne voit pas très bien, mais on devine les carrés verts à l'arrière et à l'avant par la rue Racine. Ça va? Donc, c'est pour se situer. La prochaine, on voit un peu mieux. En 1954, j'ai mis en ordre chronologique, tu as deviné? Ouais, c'est gentil. Ouais. C'est ça, moi, dans ma vie, c'est ça, hein, c'est la chronologie. C'est ça que je cherche. Alors, le en 1954, on connaît encore une fois l'église. Alors, la rue Giroux, l'église qui dépasse dans la rue, les plus anciens s'en souviendront. On a ici, pour se situer, la manufacture Pio, hein, bien sûr. Et en tout cas, on a d'autres raisons pour très loin de là, avec du monde dans la salle et tout, en tout cas, ouais. Puis, on a aussi, c'est rare ici, c'est bâtisse, mais cette fois-ci, ce n'est plus écrit Hall, c'est écrit Fire Station. Ah, puis à l'arrière, c'est écrit pour la partie arrière, police. Police. Donc, on comprend bien qu'en 1954, d'après le plan d'assurance, c'est bien que les pompiers avaient. On constatait la présence des pompiers et de la police dans le 10 bâtiment. On retrouve toujours la petite maison avec un étage uni. Elle a comme un agrandissement, une cuisine d'été en hangar, je ne sais pas comment le nommer à l'arrière, on n'avait pas sur celle de 1917. Et c'est à peu près toujours aussi vite vers le nord et vers le sud, sauf peut-être un bâtiment secondaire qu'on retrouve en billet derrière. Vraiment? Donc, on a toujours la maison qui existe encore aujourd'hui et le chemin qui est rentré pour aller à la maison. Ça va? Qui existe encore aujourd'hui, on le devine. Monsieur Verret. Dans ton dessin, je ne sais pas si tu veux faire une copie, là. Au point nord de la salle Montcalm, c'est la rue Martel. Si. Où ton voit là, il y avait une tour où les pompiers peuvent faire le voyou pour se faire. Oui, alors M. Verret nous a dit qu'il y avait une tour. Alors, M. Verret vient de me voler un punch. Julien, vous avez parfaitement raison. Alors, M. Savard, Vincent Savard. Du garage. Yard. Yard. Courtyard. C'est pas exactement ce que je veux dire. Donne-moi quelqu'un. Ben, si c'est pour les voyous, ça fonctionnerait, on sait c'est quoi. Ben, merci de dire aux voyous aux pompiers. Je vous présente. Oh, là, juste avant de l'ouvrir. Alors, à l'intérieur de la salle Montcalm, on a des photos de l'intérieur, évidemment, il y a eu plein d'événements derrière. On a ici une réunion là, du conseil, des commissaires de la commission scolaire. Oui, c'est ça, merci Bastien. Alors, avant 1948, l'indice, le drapeau, les joueurs de descente pied. Oh, On a des gens qu'on connaît, on n'a pas. Savard, là, son prénom, avec moi. C.A. Savard. Le chapelle de le centre C.A. Savard, propologue du CGR du corridor, c'est lui. Hein? Il était président de la commission scolaire. De la commission scolaire. Je crois bien qu'il avait été aussi maire de la paroisse, donc pas de Loretteville, mais du Tour, de Neuchâtel. Mais avant, ça s'appelle Neuchâtel. Ici, là, c'est difficile de nommer le territoire où on est. On sait plus comment ça s'appelle. Alors, donc, quelques personnages comme ça qu'on pourrait nommer, on a ici M. Paquette.
Alors, surnommé Phil Paquette de la maison Paquette sur Saint-Jean. Pierre, son prénom, là, c'est bien. Alors, À gauche, complètement, c'est Léopold Leroux, je pense. le notaire Leroux. Léopold. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a quelques personnes comme ça. Ceci dit, donc, c'était pour vous montrer l'intérieur. Si jamais quelqu'un sait où se trouve la toile de la scène qui représente la chute, vous me le direz, ça m'intéresse de l'en trouver. Parce que cette toile-là, mettez la main là-dessus. Alors, dans les autres célébrations, vous voyez ici, visiblement, le 25e. Alors, l'idée ici n'était pas de nommer et de dire c'est le 25e de qui, mais c'était pour vous montrer l'intérieur du terrain. D'accord? De la bâtisse. Puis là, bâtisse utilisée pour plein d'événements, des soupers, plein de déchets. Tu sais, il y a une possibilité derrière ça. On poursuit. Sur la prochaine photo, si jamais il y a quelqu'un qui est sur la photo dans la salle, qui se reconnaît, vous pouvez nous le dire. Alors, on a ici le camion pompier. Si je ne me trompe pas, Denis et moi, ça, c'est le camion pompier qui s'est retrouvé dans la grange de Yvan Pajot. Je pense que oui. Il y a des chances que oui. Sur le sort, ça, c'est des histoires. Ça, c'est des histoires bien locales, ça. On est à on a la salle montagne ici. La tour, c'est vrai? C'est la tour dans laquelle on faisait sécher les boyaux lorsque les pompiers avaient utilisé les boyaux dans un feu. Après ça, il fallait les faire sécher, on les pendait. Ça s'écoulait dans la tour de séchage. Sauf vraiment, je crois que la jeune fille ici présente est présente dans la salle. Ouais, oui. Un petit s'identifier. On ne dira pas c'est qui, on va pointer avec le coude. Mais ça reste pas français. Oui, français, c'est tellement. Bien. Donc, on voit que l'utilisation du terrain a évolué à travers le temps. Oui, Mononguy? Mononguy, c'est mon père, mais les enfants de la mère. Ben, des camions de pompiers. Quelle sorte de camion? Marco. Alors, ce n'est pas un fardeau, c'est un Dodge. Un Dodge, d'après M. Roy, notre spécialiste. On tente l'identification du camion pompier ici. D'après M. Roy, ce serait un Dodge. Alors, pourquoi? Moi, je les écris. Il y a des gens que c'est des objets, il y a d'autres, c'est des voitures. C'est ça, on a une spécialité dans les sciences du passé. Bien, continuons. Alors, ici, une photo, en fait, aérienne. Je me saurais adapter à une émission, mais c'est vraiment au début des années 50. Parce que l'école ici, l'école Morissette, l'église est encore là, donc on est à 1967, on se situe bien. Puis, bien, on a la salle mondiale ici, la tour pour faire sécher les voyaux, on la voit bien. On a le chemin qui rentre, puis la petite maison. Donc, les découvertes, la majorité des découvertes, Thomas, tu m'aideras, serait ici, là. Oui, exactement. Où on voit. C'est ça. Derrière cette maison-là, en biais vers l'ouest, en haut. Ça va? Donc, super photo, là. C'est une magnifique photo, là. Bon. Voilà. On voit, on est ici. Nous, on est ici. C'est bon. Alors, sur la prochaine photo. Merci. Alors, on a une vue là, à partir de la rue Racine vers la rue Martel qui descend vers le sud. Où on voit les habitations de part et d'autre de la rue, mais on voit particulièrement la tour là, des pompiers qui servent à faire sécher les boyaux. Donc, on voit que très bien, on voit la salle, mais on voit bien la tour. Ça va vous situer tout le monde, oui? Super. Et on voit la maison Chantal. Oui, ici, là, en brique, la maison au coin lumineux, Saint-Louis et Martel.
Donc, la maison de la famille Chantal, il y avait plein de grandes galeries tout autour, là, qui a vu cette galerie aujourd'hui, là, c'est plein de photos, magnifique maison, une très belle maison aussi là, dans le quartier. Bon. Que certains pensent. Pourquoi maison? La famille Chantal, elle habitait cette maison. C'est un nom de famille qui est de certaines personnes. Louis Chantal, qui a été à la tête de l'harmonie d'Oreilleville, tout ça. Si je ne me trompe pas, Mme Dion, c'est votre maman, lui? C'est la maison de papa Chantal. Euh, Mon père l'avait acheté, puis c'est là que je suis venue au monde. c'est dans ce maison-là que c'est ça. Mais c'est la même porte que quand j'étais petite. C'est la même porte. Oui, oui. Alors, Mme Dion, Christiane Dion. Brigadière avec le Lorraine pendant longtemps. Ex. Ex. C'est important. Bon, là, on rentre dans l'histoire foncière du terrain. Puis, je veux te signaler que, oui, les savoirs qui vont être propriétaires du terrain et qui vont mener aux savoirs qu'on a nommés tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'intéressait particulièrement sur cette page, en fait, qui est l'index aux immeubles du lot 643 du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Génorette, page 2, d'accord? Et on voit toutes les transactions ou tous les actes qui ont mené à un changement de propriété ou qui ont affecté une propriété. On voit que la veuve Pierre Noël vend à la municipalité de Saint-Ambroise une partie du terrain le 26 février 1904. D'accord? Donc, quand je dis que la salle mondiale date à peu près de 1904, ben, en voici une démonstration puisque la municipalité l'achète. On l'appelle à ce moment-là la municipalité de Saint-Ambroise de la Génorette. Parce que le nom de la ville, c'est pas encore Loretteville. Puis Loretteville n'est pas encore séparé du reste de la municipalité, qui couvrait le territoire à peu près pareil que l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Tu sais, la ville de Québec, là, ils pensaient inventer des affaires, eux autres, en 2002, avec une fusion, on a inventé, ça c'est des histoires. L'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, c'est le vieux territoire de la vieille paroisse, créée en 1855, à la suite de l'abolition du régime seigneurial, par une loi du Parlement du Canada uni du 29 décembre 1854, on crée les municipalités. La municipalité s'appelle Saint-Ambroise de la Génorette, ça couvre le territoire de Val-Galard, de Saint-Émile, de la Sainte-Claire, de la ville de Chapelle. C'est ça la municipalité. C'est toute cette grande municipalité-là qui achète le terrain pour y bâtir la salle qu'on a vue sur les photos antérieures. D'accord? Là, tu ne le vois pas, je n'ai pas tout mis, je l'aurais pu tout mettre, mais en tout cas, c'est fini avec lui, parce qu'il était grand. Mais plus tard, quand Loretteville se détache du restant de la municipalité, c'est ça le premier détachement. Dans toute cette belle réalité municipale-là, c'est Loretteville, c'est le trou de beigne qui s'exclut du beigne. D'accord? Ça se déroule dans l'année 1904. Donc après ça, il y a d'autres transactions parce que là, c'est toute la ville qui avait payé pour la salle et pour le terrain. Donc là, il y a des ententes entre la municipalité de Saint-Ambroise de la Génorette paroisse et la municipalité de Saint-Ambroise de la Génorette village. Tu comprends? Donc, ça va s'appeler de même. Ça va prendre le nom de Loretteville seulement en 1913. Hein? En attendant, c'est confus. Fait que là, quel montant l'un doit remettre à l'autre et tout ça pour la possession de la salle municipale. Ouais. Assez intéressant de voir que la première personne en 1884, elle, shérif, c'est le shérif, c'est un peu drôle. Le shérif, ben là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne payait pas ses affaires. Fait que là, les autorités ont pris le contrôle et ont vendu pour se payer. Fait que là, si tu ne payes pas les taxes, le shérif va venir chez lui. D'accord? On s'entend, là, concentrez-vous, pas shérif avec une étoile, là, hein? Comme dans les cow-boys, on s'entend. Bien. Alors, donc, voilà pour la construction de la municipalité. Alors, je t'ai mis un extrait de l'acte. En 1903, on va citer l'acte chez le notaire en 1903, on va l'enregistrer en 1904. D'accord? Alors, si tu es avec moi à côté des chiffres en haut sur cette ligne-là. Alors là, 1903, le 4e jour du mois de décembre, devant moi, Cyril Renaud,
Tu le connais, hein? Tu le connais peut-être plus sous le nom de rue. Hein? Rue Cité-Bello. Notaire, résident à la paroisse Saint-Romain-de-Général, signé, en compagnie d'Anne Louise Renaud, veuve de Cameron, de la paroisse Saint-Romain-de-Général, journalier, qui gère avec toutes les garanties en faveur et les droits contre les hypothèques et autres troubles quelconques à monsieur Joseph-Édouard Durand, de la paroisse de Saint-Ambroise, boulanger, assistant au présent en sa qualité de maire de la municipalité de Saint-Ambroise de la Générale, qui, sous une organisation du conseil de la municipalité de Saint-Ambroise de la Générale. J'avais l'essentiel de ce que je voulais montrer. Donc, les autorités municipales prennent possession de ce terrain-là pour y construire la salle en 1904, d'un terrain plus grand, hein, peut-être incluant la petite maison, il faudrait pousser plus loin nos recherches, et pour y construire la salle qui ne sera pas utilisée comme une salle religieuse, mais bien comme une salle municipale. De village. C'est ça. Évidemment, quand en 1948, on construit le centre municipal en face, l'édifice Denis Giguère aujourd'hui, qui était la salle paroissiale qui appartenait à l'église, ben là, évidemment, là, c'est un peu la mort de la salle mondiale, là, si on veut, tu comprends? Parce que là, on va avoir une salle moderne, neuve, propre, qui va être utilisée pour les loisirs. D'accord? Oui, allez-y, M. Roy. Pourquoi je pense que c'est votre. C'est ça, on parle de Dame Louise Renaud, on ne parle pas de Madame Pierre Noël. Oui, c'est En 1903. c'est mort qui ont droit à leur nom. Je suis surpris de voir. C'était pas Dame, Ben, tu sais, oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut s'intéresser là-dessus, mais a priori, comme elle était jeune, ben là, je suis sûr d'en prendre un peu possession de son nom. C'est ça. Voilà. Je crois que oui. Avant les années 1960, les femmes, finalement, vont obtenir leur égalité juridique, là, je pense en 1964, quelque chose comme ça. Je ne sais pas de l'année exacte, mais pendant la Révolution tranquille. Mon frère Guy veut parler? Quand tu disais, l'édifice de Michigan, c'était neuf, propre, en 48. En 48, oui. C'est modeste. Moi, j'ai travaillé là comme étudiant aussi. Et en ciment. Ouais, c'est ça. En tout cas, oui. Alors, j'ai ici trouvé d'ailleurs, dans le journal L'Événement, du 19 janvier 1904, à l'inauguration de la mairie salle publique. Donc, probablement qu'on l'avait déjà construite un peu avant le 17 janvier 1904. L'avant de juillet 1903, peut-être qu'on l'avait construit avant, je ne sais pas exactement. Ceci dit, on inaugure le 19 janvier 1904. Alors, l'inauguration de la magnifique salle publique, les paroissiens de Saint-Ambroise de la Générale sont heureux d'annoncer qu'ils ont donné le chef-lieu du comté de Québec. Parce qu'il y avait une institution supramunicipale qui s'appelait le comté de Québec, dans lequel faisait partie Charlebourg, Sillery, Sainte-Foy, toutes les villes autour. Le chef-lieu du comté, c'est la Révèle. D'accord. Ça fait pas encore la ça viendra. Ceci dit, donc, ça municipale du Québec, une magnifique expression scientifique dont l'inauguration aura lieu le mardi soir, le 19 du courant. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les étudiants de l'Université Laval de Québec joueront la vraie comédie Durand et Durand. C'est thématique à l'oreille, là. Il y a le Durand dans l'oreille, là. Alors, qui a remporté un si beau succès il y a quelques ans à l'Université Laval et que le public québécois a eu l'avantage d'apprécier. M. Camille Poutier, artiste violoniste, quelques autres artistes de Québec, traiteront leur gracieux concours. La soirée est sous le patronage du révérend Guillaume Juot, curé de la paroisse. Voilà. Donc, le document vient démontrer les photos, les cartes, les plans d'assurance, puis tout ça. Et le document foncier aussi, la vente, tout ça.
Ça va? D'accord? La rue Giroux, c'est lui. Oui, on pourrait même vous expliquer exactement pourquoi. Parce que quand il prend sa retraite d'être curé, Guillaume Giroux, il se retire chez un de ses bons paroissiens qui s'appelle Ernest Savard. D'accord? Et il va aller vivre dans le grenier chez Ernest Savard. Puis, Ernest Savard, il habite à rue Giroux, mais il ne s'appelle pas encore Giroux. Puis, ben, comment? C'est la rue de l'Église, effectivement. Puis, ben, il va mourir là. Puis, quand il va mourir, ben, on va nommer la rue en son honneur. D'accord? Ernest Savard, ben, lui, il était né dans une vieille maison au bout de la rue Giroux, en bas complètement, qui est protégée par le ministère de la Culture. Puis, ben, toutes les maisons, ou à peu près de chaque côté de la rue Giroux, en montant vers la rue Racine, ont toutes été propriétaires de ces Savard-là, si on sait. Donc, c'est un chemin de terre qui sortait de la vieille maison en bas vers la rue Racine. Donc, Giroux, rue Giroux, le curé Giroux, Guillaume Giroux. Pour continuer l'anecdote, avant de passer la parole à Thomas, il y a quelques années, les propriétaires de la maison d'Ernest Savard vendaient, puis avant de vendre, ils ont trouvé dans le grenier des dizaines, peut-être plus d'objets, des portraits, des tableaux, des images pieuses dans le grenier et on les a remis à la Société d'histoire. Alors, dont un magnifique portrait de Guillaume Giroux, qui a été chez Francine un bon bout de temps. Un bon bout de temps pour le nettoyer. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on a eu un dégât d'eau, nous, il y a quelques années. C'était pendant la pandémie. Avant, moi, c'est ça. En tout cas, Francine a une aventure avec Guillaume Giroux. Oui, c'est ça. Chez elle, l'autre. Attends, c'est une histoire. Bon. Voici pour l'histoire du terrain. Avant de passer la parole à Thomas, qui va vous parler de la découverte de ces objets que vous voyez ici présentés à l'avant, qu'on va projeter, il va en faire une présentation. J'aimerais savoir si vous avez des questions sur ma partie de démonstration. Parce que là, j'enlève mon micro, et les gens n'entendront plus à distance. Donc, là, tu parles dans le micro. Ouais. Ça va? Oui, M. Verret, après, il y a M. Savard. Mais est-ce qu'il y a une différence entre quand la ville de Loretteville s'appelle ville de Loretteville puis s'appelle cité de Loretteville? Oui, il y a une signification entre ville et cité d'origine. Je ne pourrais pas la dire exactement, là, mais oui, il y a une différence. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que quand ils sont devenus cité, c'est la ligue entre Guérard et la commune. Alors, M. Savard, oui. La proximité d'une maison, oui. Je ne sais pas. Peut-être des spécialistes. Des bâtiments comme le garage, on peut dire. C'est sûr qu'il y a eu du mouvement de terrain, là. C'est ça. Alors, l'archéologie veut parler. Vas-y, Marie-Michel, archéologue. Oui, d'ailleurs, même l'emplacement est fun parce que les développeurs avaient tendance, aussi des fonds à déchets, avaient tendance à être comme en arrière de l'idée. Ça, c'est la façon de ils vont de sortir de un endroit qui fait rangement dans la chaussée. Puis, il y avait une maison, avant l'arrivée des services de chaque maison avec un réservoir, où plusieurs maisons se partageaient un endroit qui est propre. C'est évident parce que en stratigraphie, une accumulation de différentes époques de création par stratigraphie, on peut retrouver. Il y a une évaluation. Oui, bien là, ce qu'on a dit, là, je vais juste faire un résumé pour les gens qui sont à distance. Là. Essentiellement, ce que Mme Michel, l'archéologue, a mentionné, c'est que c'est souvent le cas qu'on voit en biais derrière une maison un endroit pour aller déposer, domper les déchets, ça comme ça. Puis souvent, ça peut être collectif aussi pour un quartier là, de quelques maisons d'aller porter les déchets. À l'époque où le ramassage des ordures n'existait pas. À l'époque, nous, à la ville, où Tinon Jobin ne ramassait pas encore les vidanges. Là. Alors, c'est un légendaire personnage, donc ceux qui ne connaissent pas. Ceci étant dit, on a fait des précisions sur si on fouillait là, dans un dépotoir comme ça. Par couche, ben, on pourrait, a priori, comme plus c'est profond, plus c'est ancien, on pourrait faire l'histoire de l'occupation du terrain ou du secteur nouveau. Alors, il y avait une sous-question il y avait un petit Martel qui voulait poser une question. Allez-y. Je sais que la ville est encore comme ça. Chaque fois qu'il y avait un site à grande valeur archéologique, des fondations, il y a des excavations, il y a toujours surveillées.
Ben, Il faut le savoir. c'est le cas. En fait, la compagnie Gaia Archéologie a eu comme mandat par la Génétique de surveiller. L'excavation. Oui. Oui, on Ben là, en fait, ce qui bougeait, c'était parce qu'il décontaminait. Alors, donc, ils étaient là, je ne sais pas si leur mandat est terminé, là, mais ils ont été là, c'était un mandat donné par la Génétique. On va demander pendant l'excavation des maisons. Sûrement, là, Il y a Gordon maintenant, il va avoir plus. il va toujours avoir quelqu'un à cause du stock qui est donné. Parce que peut-être que le bois, il reste encore probablement des vestiges de la petite maison. Oui, La maison, dans savoir, on va toujours savoir comment la petite maison, ça va. Les vestiges de la fondation entière pourraient être pour être encore dans le pied. Ouais. Ils ont travaillé ça dernièrement. Alors, je vais passer mon micro à Thomas et pour que les gens à distance et pour que notre enregistrement YouTube puisse l'entendre. Et genre, c'est ça. C'est ça dans ta poche. C'est ça là-dedans. Bon. Là, pour changer les diapos. Viens ici. Changer les diapos juste en place. Ok, parfait. C'est pas le bon endroit, tout le monde va m'entendre. C'est parfait. Alors, bonjour. Mon nom est Thomas Vedard. Je suis le découvreur des objets. Avant toute chose, comme petit avertissement, je tenais à me distancer de toute possible désinformation que je suis facile sur les objets, les erreurs potentielles. J'invite d'ailleurs les spécialistes à me corriger en vous pouvez lever la main et dire les commentaires aux gens qui sont à l'ordinateur. Bonjour aux gens à l'ordinateur d'ailleurs. Alors, cette réduction avant propos sur qu'est-ce que j'ai retrouvé, évidemment, les dates, comme je dis, le détail je vais faire possible. Mais ce qui est vraiment intéressant avec l'âge des objets et la création de la salle Montcalm, c'est que c'est vraiment dans la tranche spécifique. La plupart des objets étaient après 1890, mais avant 1920. Et donc, ça correspondrait vraiment bien au début de la salle Montcalm. Je ne sais pas quand les archéologues ont fouillé. Je ne sais pas si on trouve des choses plus récentes ou plus anciennes. Donc, ça va être à voir combien de temps le dépotoir a été utilisé. Combien de temps il a été utilisé, ça serait intéressant de voir si ça peut être sur de nombreuses années. Un lieu commun, une belle fosse à déchets qui va avoir une très belle odeur, j'imagine. C'est ça. Alors, oups, vous avez découvert. Ceci, les objets de là, c'est une sélection de 10 objets. On a choisi, on a dû s'arrêter sur certains choix qui étaient un peu plus difficiles. Donc, on ne peut pas tout présenter, évidemment. Mais, quoi? Quand ça par la tête. Allez, parfait. On a dû choisir. Oui? Une petite question, c'est tu te promenais là, puis. C'est ça, je me suis promené. Ça, je pense que ça correspond bien à la description d'une découverte. C'est pas le seul qui s'est promené. Il y a eu beaucoup de citoyens aussi qui prenaient le raccourci en diagonale, vu que c'était tout ouvert. Puis ils se rendaient compte qu'ils marchaient dans de la vitre, littéralement. Fait que ça a été. Plusieurs personnes ont alerté. Merci à M. Paul pour oui, c'est ça. On se promenait. Je me souviens même de la journée que j'ai découvert. Je faisais une marche avec ma mère dans la déclaration originale de 2022. Je faisais une marche avec ma mère et j'ai vu un amoncellement de poterie. En fait, ma mère a aperçu un amoncellement de poterie près d'un tuyau moderne qui avait été, j'imagine, découvert. Il était à sa surface, il avait été jeté par quelqu'un. Je ne sais pas si c'est des gens qui avaient mis ça. Je ne sais pas si c'est des gens qui avaient mis ça, mais qu'est-ce qui s'était passé en gros, c'est qu'en 2021, il avait démoli l'école Morissette et des nombreux camions étaient passés et la salle étant très très mince. On a pu voir quand le trou était vraiment creusé par la compagnie d'excavation, la couche d'asphalte était très 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 mince. Eh bien, ce qu'on pense qui s'est passé, c'est qu'à force que les camions passent, il y a eu des choses, du sol qui est tombé, qui s'est écroulé. Et en dessous du sol d'asphalte, c'est là qu'il y avait tous les vestiges, là, vraiment les vestiges archéologiques à celui-là. Bon, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation des objets. Alors, oups, on va pas du bon bord, c'est beau. Ça, c'est une bouteille fabriquée par Elzéar Fortier, le fameux Elzéar Fortier, qui était, je pense, son établissement à la rue Saint-Vallier. Ça, c'est une bouteille soda, donc une boisson gazeuse. Et ce monsieur-là, disons qu'il n'était pas très juste dans ses affaires. Il y a eu de nombreuses enquêtes
à partir, je pense, du début des années 1900 pour avoir utilisé. En gros, ce qui se passait, c'est qu'il avait pris. Il vidait des bouteilles, il vendait c'est comme ses produits dans d'autres bouteilles, pas fabriquées par nous, évidemment. Et ce qui est intéressant avec cette bouteille-là, c'est que, comme on voit, avant ça, je vais parler des bouteilles soufflées versus les bouteilles fabriquées à la machine. Du tout début, on soufflait les bouteilles, souvent avec des moules, par exemple, des moules à plusieurs parties, des moules rotatifs. C'est une traduction un peu pas précise. Bref. Et il y a un moment donné, il y a M. Michael Owens, c'est pas le premier, mais c'est lui que cette bouteille faite par la machine Owens. Il a décidé d'inventer une machine qui faisait des bouteilles automatiquement. Donc, tout était vraiment ça va avec l'industrialisation. Et cette bouteille-là, justement, est faite avec la machine Owens. Elle a une marque ronde vraiment distincte. C'est quand on voit ça, c'est clairement c'est une bouteille Owens après 1904. Et jusqu'en ici au Québec, c'est à partir de 1906 que c'est présent. Donc, c'est vraiment une bouteille dans l'époque de transition entre ce qui est soufflé et ce qui est fabriqué à la machine. Donc, je trouve ça intéressant de voir des objets fabriqués à la machine et soufflés en même temps, parce que ça peut vraiment, ça démontre vraiment l'avancée technologique. Et c'est ça. C'est la bouteille Fortier, vous avez peut-être connu ça, c'était en activité, je pense, jusqu'à la fin des années 60. Après ça, l'entreprise a changé complètement de cap, là. Donc, c'est ça. ABM, le BM anglais. BM, ça veut dire blown in a mold, c'est comme c'est ça, les mots qui sont utilisés généralement, les conventions. Et ABM, c'est Automatic Bottle Machine, un bottle machine en avant du machine. Donc, c'est ça. Et le dessin est un peu étrange, je vais vous avouer. C'est une madame qui est sur une bouteille. C'est bizarre. C'est un peu bizarre, le motif. Je n'en dirai pas plus. C'est assez sexy. Ouais, c'est ça. Oups. Bon. Bouteille à gin. Ça, on peut le reconnaître vraiment par sa forme. C'est ça. Parce que les pouvoirs qui sont Ces bouteilles-là, cette bouteille-là, selon, j'ai vraiment regardé des photos encore plus de bouteilles à gin encore plus anciennes qui dataient à peu près début du 19e siècle, fin du 18e siècle. Et leur apparence a peu changé. C'est vraiment le carré omniprésent qui était, j'imagine, qu'ils veulent utiliser pour le transport. Ça prenait pas beaucoup de char ou pas beaucoup de place. Ça passait par là. Ça venait des Pays-Bas par bateau. Alors, c'est des exemples de ces bouteilles-là. Par à peu près de la fin du 19e siècle ou le début du 20e siècle, en deux couleurs, vert olive et jaune olive. C'est les noms que j'ai donnés, je ne sais pas si c'est les noms scientifiques des couleurs. C'est ça. Et une chose que j'ai vue, c'est ça, je vais vous en parler. Comment j'ai fait pour avoir toutes ces informations-là? C'est sur le site de la Society for Historical Archaeology. Et c'est un site qui permet d'identifier, c'est fait par un professionnel, et ça donne vraiment toutes les caractéristiques sur des bouteilles qui sont faites en Amérique du Nord. Et des fois, ça parle de quelques bouteilles européennes. Ça décrit vraiment, mettons exemple, un moule spécifique a été utilisé de telle année à telle année. Et c'est sûr qu'il faut prendre toutes les caractéristiques pour dater une bouteille, parce qu'il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des choses qui sont arrivées plus tard. Et notamment, une des exceptions, c'est qu'est-ce que la bouteille est fabriquée en Europe? Les Européens, les technologies pour fabriquer des bouteilles sont arrivées beaucoup plus tard en Europe. Légèrement, donc, celle-ci, on appelle ça, je sais pas, comme j'ai dit ça, je ne sais pas si c'est un terme scientifique, mais un goulot appliqué, avec une lèvre appliquée. Ces bouteilles-là, en Europe, il y en a eu à peu près jusqu'à peu près 1920, alors qu'en Amérique du Nord, je dirais qu'à partir de 1875-1880, c'était peu commun. Il y a quelques bouteilles avec des goulots appliqués qui ont été retrouvées, encore dans le gin, mais ça, je pense que c'est assez intéressant parce qu'on pourrait oser l'associer avec la salle Montcalm. On peut s'imaginer tous ces gens-là, un beau 25e, on veut faire une petite pompette, on se verse quelques bouteilles de gin, et après ça, on va jouer ça dans le dépotoir. Bref, on espère pas tomber dedans. Mais c'est vraiment intéressant. Oui. J'ai une question pour les archéologues. Est-ce que si on a un retard en Europe, c'est parce qu'il y avait déjà tout en place
des systèmes plus anciens, alors qu'ici, ça se développait tout ça, la fabrication de bouteilles. Donc, ils ont pris les technologies plus récentes d'abord. Ce qu'on sait. En Amérique du Nord, mais ça va vraiment vite. Les compagnies sont populaires aussi, donc c'est plus facile de produire et d'exporter facilement. Mhm. On a là des adaptations qui arrivent ici, mais ça dépend aussi des marchés. Merci. Merci beaucoup. Ce que l'archéologue disait, c'est qu'en Europe, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de compagnies qui sont populaires, tu sais, les compagnies qui fabriquent des bouteilles sont très populaires, alors qu'en Europe, l'adaptation était un peu plus lente. J'ai bien résumé ces mots, excusez, je l'ai pas trop beau. C'est ça. Cette bouteille est probablement fabriquée aux Pays-Bas. D'ailleurs, 12 bouteilles qui font partie de l'inventaire des objets qui avaient des marques des compagnies qu'on pouvait associer directement aux Pays-Bas. Je pense notamment à J.J. Melchers, qui était presque complète. C'est dommage, mais bon. Oups. Bon, ça fait pareil, Woods. Je pense que c'est la plus belle, la bouteille la plus énigmatique d'apothicaire. Encore une petite mise en contexte. Les pharmaciens, oui, il y avait certains médicaments qui étaient un peu plus scientifiques, mais je dirais que le modèle économique de l'époque était vraiment, en fait, ça suivait ces étapes-ci. On mettait beaucoup de produits addictifs comme de l'opium, de l'alcool et de la morphine dans les bouteilles, et on disait que ça soignait absolument tout. Donc, on pouvait inventer n'importe quoi. J'aurais pu inventer un sirop d'écureuil avec de l'alcool et puis ça aurait pu être le remède miracle avec le cancer. Justement, il y a certaines compagnies qui faisaient de la sarsaparille, Ayers, une compagnie qui est partie, je pense, au Massachusetts. Ils avaient vu une annonce en faisant des recherches sur cette bouteille-là qui disait qu'une personne avait été guérie d'une leucémie en prenant de la sarsaparille. Et d'ailleurs, la sarsaparille, c'est considéré par certaines personnes comme une forme de racinette. Donc, moi, si je voudrais, si j'apprenais que j'aurais une leucémie, j'irais chez AEW. Ben oui, c'est ça. Concernant la compagnie, elle a été active à partir de 1875, c'était fondé par Charles Hood. Et ça a quitté les marchés peu après sa mort en 1922. Donc, on peut voir que ça, c'est pareil, c'était encore le sang, mais aussi les maladies vénériennes populaires à l'époque, comme la syphilis, un peu moins drôle. Là. Et encore une fois, concentration d'alcool à 18 à 20 %, donc c'est quand même pas pire. Le pire s'en vient, le bouteille encore pire qui s'en vient. Et ça, c'est une chose que j'ai sortie. La Society for Historical Archaeology qui m'a permis vraiment d'apporter une datation un peu plus précise quand j'ai trouvé cette bouteille-là. Selon, j'ai bien évidemment pas des exceptions, mais en général, les bouteilles de plus de 20 cm avec le goulot breveté sont environ autour de 1890-1910. Et l'article semblait dire que plus la bouteille était grosse, plus c'était tard, que le goulot était breveté. Donc, breveté, c'est une technique. C'est la technique pour finir la bouteille qui est arrivée après les goulots appliqués. Donc, autour de 1860 pour les petites bouteilles. Et ça s'est largement terminé vers 1890, c'était largement terminé. Assez intéressant, on peut voir aussi son apparence spéciale. C'est vraiment des panneaux avec ça, c'est vraiment pas, mais des mots qui sont embossés. Les panneaux sont en dessous, c'est écrit, les panneaux, c'est un peu plus feu. Donc, beaucoup de couleurs aqua, vraiment, c'est vraiment représentatif de l'époque du tournant du 19e au 20e siècle. Prochaine bouteille, qui est vraiment la clé en termes de dangerosité. Peut-être en fait, il y a peut-être le sirop de mettre qui valerait, mais le Painkiller Davis, je vous dirais que si on peut mettre un blanc sur tout ce qui irait mal, on choisirait cette bouteille-là pour prouver tout ce qui ne va pas bien avec le modèle économique de l'époque. Alors, le Painkiller Davis, c'est quoi? C'est fait à propos d'ingrédients naturels, mais aussi d'opium et d'alcool en quantité vraiment importante. C'était extrêmement populaire. Pour même vous prouver comment c'était populaire, durant la guerre de sécession, l'armée de l'Union a pris possession de l'usine de fabrication de leur painkiller, de leurs produits antidouleurs, parce que les soldats revenaient blessés et il y avait des douleurs atroces, j'imagine, et un canon qui plus de jambes. Donc, il se gelait. C'est pas très
C'est vraiment sombre, c'est certainement banni, mais c'était très, très populaire au Québec, au Québec, en fait, partout au Canada. Même que dans les selon, je ne sais plus exactement de la source, mais j'avais trouvé sur le répertoire du patrimoine culturel, ce qui est un site d'ailleurs très important, si vous voulez voir des exemples de collections de références d'artefacts. Cette bouteille-là, il disait que dans les régions éloignées du Canada, il y avait des painkiller parties. Donc, ils remplaçaient l'alcool, qui cette bouteille-là, j'imagine, était beaucoup moins cher qu'une bouteille, mettons, de gin, comme on a vu précédemment. Ils remplaçaient ça par ça. Donc, petit antidouleur festif, on est tous malades, on était éloignés de l'hiver, une petite partie influenza, là. C'est ça. C'est un peu drôle, mais. J'aurais une petite intervention. Oui. On est à l'arrière de la pharmacie Martel qui Oui. existe depuis à peu près 1880 et quelqu'un. Je pense que c'est 74. 74. Alors, j'aurais-tu un lien à faire entre cette bouteille-là, comme archéologue, le réflexe que vous avez, c'est qu'il y a une pharmacie depuis 150 ans avant. Y a-t-il un lien à faire avec ça ou c'est simplement une utilisation domestique? Ça va être les deux. Je pense pas que c'est. J'en ai trouvé juste une qui était complète. Il y avait quelques fragments, des fois des morceaux de côté. Ça, c'est la seule qui a été retrouvée complète. Mais ce qui me pousse à l'idée, c'est. Donc, des fois, on peut s'imaginer des scénarios. C'est pas très, très archéologique, ça. Des scénarios, le monsieur qui. C'est le monsieur qui sort, il sort de sa salle Montcalm, je sais pas, il a pris trop d'alcool, il s'est fait une entorse en sortant, puis il va prendre sa bouteille de painkiller, qui traîne toujours sur lui, qui va lâcher dans des boîtes on peut s'imaginer vraiment de plein de choses, là. Sur le point du gars qui est vraiment légendaire. Il y a même eu, c'était si controversé quand même dans les années 1930, il y a eu des saisies. Il y a eu des saisies, puis une bouteille ne contenait plus d'opium à ce temps-là, mais disons que ça l'a contenu vraiment pendant longtemps. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous irez voir sur Facebook, j'ai fait une publication sur le sirop d'anis Gauvin. Ça rivale vraiment Davis pour des morts infantiles. Davis faisait pas des morts infantiles, mais le niveau de dangerosité peut vraiment être rivalé par n'importe quel produit commun à l'époque. Oups. Bon. Ça, une pièce qui est considérée comme assez significative par l'archéologue qui est venu nous visiter. C'est un peu effrayant. Il reste quand même de la peinture, c'est assez impressionnant. Quand je l'ai aperçu au ras du sol, je pensais que c'était genre un os de boucherie. Je l'avais déjà récolté quelqu'un pour faire un petit échantillon. Je me suis dit, oh, je vais regarder les os de boucherie. Puis là, j'ai vu la face qui m'a regardé. Avec donc, c'est quoi ça? C'est une pipe. On se demandait si c'était Johnny McDonald ou Wilfrid Dunkley. Et il s'agit d'une pipe, d'un bout de pipe, d'un fond de pipe qui est à effigie, on appelle. Donc, c'était avec, selon le portrait de quelqu'un, à Wilfrid Dunkley. Et selon. J'ai copié un petit extrait là, qui dit qu'il y a c'est le 13 octobre ou quelque chose de 1906, c'est ça la date exacte? 4 octobre, je ne vois pas ici. 1906, Wilfrid Laurier était à Loretteville et il était venu ici pour faire un discours politique dans le cadre d'une élection partielle d'un conseil fédéral alors qu'il était encore au pouvoir en 1906. Puis, on a la possibilité de croire que Wilfrid Laurier aurait signé le registre de l'hôtel La Huronne, qui se trouve sur rue Georges Coutier, 262 rue Georges Coutier. Nous avons le registre à la Société de Soir ici et on a une signature de Wilfrid Laurier, alors qu'il aurait donc possiblement dormi à ce moment-là. Mais j'ose peine. J'ai peine à croire qu'il utilisait. C'est pas sa pipe, malheureusement. Ça aurait été le fun de voir que ça aurait été sa pipe. Mais il y avait certainement des libéraux qui étaient ici à l'époque. Oui. Et ça change vraiment traditionnel de la pipe TV.
qui est vraiment la pipe commune. Là, c'est TD, c'est comme un peu, je vais vous l'expliquer un peu, mais c'est comme un peu des lunettes qu'on trouve sur le fourneau vraiment comme de façon vraiment régulière. Et puis, ce que ça veut, je ne sais plus exactement l'histoire, mais je pense que c'était une chose, c'est un commerçant, je pense, dans le 18e ou 19e siècle qui avait mis ça, et ça avait été copié de façon un peu, c'est plus une marque un peu symbolique. Donc, c'est vraiment une pipe spéciale. Et j'estime, je ne sais pas si on pourrait me corriger là-dessus, mais j'estime que c'était probablement la pipe après sa mort en 1919. Ça serait un peu étrange de faire une pipe sur quelqu'un qui est encore vivant, là, un peu pour le commémorer. Là. Je ne sais pas. Ça se peut. Tout ça peut aller. C'est ça, on a des macarons quand. Ouais, c'est vrai. Ça pouvait être un objet promotionnel pour regarder leur vie et ce que ça a apporté. C'est vraiment intéressant de voir. Je suis certain que la personne, de toi aussi présente une trace d'utilisation, donc la personne a vraiment utilisé cette pipe-là. Mais j'imagine que la personne devait vraiment être déçue quand ça l'a cassé. C'est quand même un promo assez beau. L'autre partie était en bois. L'autre partie en bois n'était pas présente. Donc peut-être qu'il était été jeté entière et le bois s'est juste dégradé après certaines années. Ou la pipe était cassée et ils ont jeté le manche et le bout fumé et le fourneau. Là. Non. En céramique. Oh! Ok, je pense. Pas de petits filatures dessus. Mais en quelque sorte, j'ai encore des fils qui étaient plus en céramique. Après ça, les fils sont en bois et pianistes, des fils qui sont dans le compagnie. C'est là, on est d'autres modèles, mais là, moi, je vais avoir. Ah, ok. L'archéologue, j'avais dit que la pipe. J'avais dit que la pipe était probablement attachée à un manche en bois, mais selon l'archéologue, la pipe aurait été probablement complètement en céramique. Donc, merci pour la précision. C'est quand même assez intéressant. Prochain objet. Un jouet assez étrange. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une toilette comme jouet. Toilette jouet, là, c'est en porcelaine, c'est un peu étrange. Mais c'est un fragment d'un pot de chambre jouet. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est un fait que j'ai vu plus sur Internet, mais j'ai vu plusieurs fois que les enfants étaient peu représentés dans les sites archéologiques, les objets. Les enfants étaient généralement très peu représentés là-dedans. Donc, trouver des objets qui sont relatifs à l'enfance spécifiquement, c'est intéressant. Justement, si on peut oser l'associer à la famille Savard, la petite fille ou le petit gars qui jouait avec son pot de chambre jouet. Donc, ça a l'air d'être un jeu qui est très. Quoi? Oui. Ah oui. Ben justement, j'avais vu. Justement, j'avais vu des photos sur Internet d'objets complets et il y avait généralement un petit animal dedans. Il y avait un petit animal tout doré. Donc, je ne sais pas si c'était le cas avec ce pot de chambre jouet. C'est écrit Made in Germany en dessous, donc c'était fait en Allemagne. Selon. Je ne suis pas trop certain pour les dates, mais selon ce que j'ai vu, ça se tourne encore autour de la même époque, 1890 à 1910. Et je sais, c'est un peu étrange, je ne sais même pas encore si c'est certainement ça, mais c'est écrit Morning Exercise sur le pot. Et si on sait la signification d'un pot de chambre, on pourrait potentiellement faire une lien. Je ne sais pas si ça voulait vraiment dire ça à l'époque, mais je trouve ça un peu drôle que c'est pas écrit complètement, mais complètement c'est complet, c'est écrit des pots de chambre complets. C'est Morning Exercise, donc si on connaît la signification d'un pot de chambre, on peut voir la blague. Donc ça, je trouvais ça un peu drôle. Alors, ça, il y a plusieurs perles que vous pouvez voir après la présentation, mais ça, c'est une perle bleue. Il y avait quelques perles bleues vraiment petites. La première que j'ai trouvée était dans un banc de neige, donc un petit spot bleu dans un banc de neige. Ça avait été, il y avait soufflé de la neige et certains artefacts avaient été soufflés. Et la perle a survécu à la machinerie et était dans un banc de neige. Elle avait vraiment à la surface du banc de neige, il avait fondu, la neige avait fondu. J'étais vraiment chanceux de la trouver celle-là. De la voir aussi, c'était pas évident. Ces perles-là, quand je les ai trouvées, j'ai commencé à faire un peu quelques recherches sur Archéolab, sur les répertoires du patrimoine, et j'ai vu une chose assez intéressante. J'ai vu une même perle qui avait été retrouvée à une maison
dont le nom je ne peux pas prononcer, mais c'est une maison vraiment importante à Wendake. Ouais, à Tiawanarek. Il y a eu une fouille de sauvetage, il y a eu des fouilles, il y a eu plusieurs fouilles de sauvetage là, d'ici une couple d'années. Il y a eu une couple d'années et des fouilles normales. Mais en tout cas, cette maison, cette perle-là avait été retrouvée. Et comble de malchance, les dates, c'était écrit après 1500, avant 1900. Donc, c'était la datation était un peu difficile. Et donc, je me suis dit, donc, est-ce que ça peut être associé au il y aurait-tu du commerce des fourrures sur le terrain? Une hypothèse un peu folle, mais j'y ai pensé. Et après, durant la visite avec l'archéologue, je pense que c'est Bernard Poirier, qui avait partagé, quelque chose sur la fabrication de mocassins à Loretteville. C'était vous allez voir avec un prochain artefact que l'industrie du cuir était très présente. Je me dis peut-être plus que c'est des perles qui étaient attachées sur des mocassins qui ont été jetés dans le dépotoir. Excuse-moi, tu avais la même facture plomb. Oui. Puis, je me souviens que nous-mêmes, quand on était jeunes, on avait ramassé des perles, on avait. Ah! Déjà, il va faire ça. Oui. Donc, ça serait. On avait un peu ouais, mais peut-être que des années, C'est ça. peut-être des années avant, je ne sais pas quelle année. Voilà, c'est sûr, l'infection, je ne sais pas de quelle année c'est Ouais, c'est un peu. L'autre a trouvé en 1924, c'est l'impression qu'il déménageait là. C'est après 1924. Je voudrais préciser aussi qu'il y avait à Loretteville l'existence du perlage à domicile. Donc, on envoyait le manufacture, délocalisait le travail du perlage en envoyant dans des familles. C'est les mères, les femmes qui perlaient le soir, une fois qu'ils avaient terminé leur chiffre de mère. Ben, ils perlaient les mocassins, puis une fois par semaine, mettons, le gars de la compagnie passait, il ramassait le travail qui avait été fait, les femmes étaient payées à job. À Saint-Émile, il y avait ça aussi, mais il y en avait aussi dans Loretteville. Il y en a encore des femmes qui perdent à Saint-Émile. Juste, pour clarifier à l'audience, il y a une petite discussion sur les perles. Les perles de verre semblaient, selon les informations des deux archéologues qui sont présents ici, les perles de verre avaient été, semblaient être plus fabriquées en Europe. On avait fait par la suite des perles, par la suite, j'imagine plus vers la seconde moitié du 20e siècle, des perles en plastique. Donc, cette perle de verre-là provient probablement de l'Europe. Possiblement, on ne sait pas. Ça, c'est des choses que je. Ah, ben, je voulais savoir si c'était fait en quoi, mais là, tu l'as dit en vert. Il y avait de couleurs vraiment différentes. Il y avait des bleus pâles, il y avait des bleus plus cobalt. Il y en avait aussi des perles ambre qui étaient. Et c'est là que. C'est vraiment la perle ambre qui m'a fait douter que d'autres, ça faisait du commerce des fois. Bon, j'ai eu tort par après, précisément, on ne sait pas. Mais la perle ambre, j'ai vu une perle qui avait été trouvée à Montréal selon le site d'archéologue, et elle semblait vraiment. Elle était vraiment semblable. On voyait vraiment les ronds sur la perle. Ça veut dire quelque chose qui a dû tourner durant la fabrication, et c'est vraiment présent sur la perle, la perle me semblait en avant. Et c'est la typologie l'outil qui est utilisé pour dater ça, c'est l'étude faite par une personne qui s'appelle Étienne, je ne sais pas, je n'ai pas trop de ils ont vraiment catalogué beaucoup de perles qui ont été retrouvées, donc ça, c'est un bon guide si jamais vous trouvez une perle de traite à quelque part. Bon. J'avais parlé à l'archéologue, on était tous avec l'archéologue Mme Véronique, et on était d'accord que c'est un miracle que la cruche soit complète après tous les éboulements qu'il y a eu au lieu, toute la machinerie qui était présente. Cruche en grès, qui manque, il y a quelques étages de rouille, il manque la poignée, mais quand même complet à 99,99%. Qui a l'air d'être fait à la main, je peux présumer ce qui était prévu, là, ou artisanal, mais assez ancien. Et cette cruche-là, ce qui est intéressant, c'est vraiment la typologie avec l'écriture en haut, faite par Nichols et Boynton, qui était établi à Burlington, au Vermont, quand même assez local, c'est loin, mais
locales, si on suit juste la Nouvelle-Angleterre et le Québec sont inclus là-dedans. Et ils ont été en partenaire de travail entre 1854 et 1856. Donc, ça, c'est vraiment précis, ça reste à 2 ans. Bien évidemment, il y a une différence, ça c'est important, en archéologie et bref. Je focusais beaucoup sur la date d'utilisation, mais c'est plutôt la date de production qu'il faut regarder. Donc, bien évidemment, c'est important la date d'utilisation, mais la date de production, ça peut nous donner une idée générale, on peut faire des conclusions avec la date d'utilisation. La date d'utilisation, c'est certain qu'une cruche de même, ils ont pu l'utiliser environ pendant 20, 30, 40 ans. D'ailleurs, la cruche avait été dans l'éboulement. Il y avait juste à côté 2 bouteilles qui étaient selon leurs caractéristiques physiques environ entre 1870 et 1890. Donc peut-être un petit peu plus vieilles que la majorité des objets qui ont été trouvés depuis le début. Donc cette cruche-là, vraiment très belle. Et je suis content que c'est la ville de Capossette. Ça fait cool à exposer, mais en même temps, je ne dois pas avoir beaucoup de ces cruches. Je ne sais pas. Et c'était utilisé pour l'alcool, l'huile ou l'eau. Donc, résumé que ça. Oui? Est-ce que vous avez vendu peint comme ça ou ça avait été peint à la maison? Qu'est-ce que vous avez décoré la cruche? Ça, je ne peux pas vous répondre, mais selon moi, ça devait être la compagnie qui devait faire ça. Ils ajouté des motifs à leur cruche. Puis on voit encore. On ne voit pas trop. Je vais me rapprocher. Ici, on ne voit pas trop. Et ici, il y avait comme une trace vraiment longue. Je me dis, ça peut être une trace de doigt du monsieur qui a pendu. Ouais, ça se Ça a l'air, si on voit, j'ai vu une touche en bas des traces-là dans le bas, ne l'avait pas. Donc, c'est ça qui me fait penser que ça pourrait être fait à la. Tu as une question? Question de Carl Oui. à distance. Oui. Je me demandais quel est le contenu à l'origine de ces cruches-là. C'est la compagnie Nichols and Boyton. Ils font-tu du vin, du scotch, du whisky? C'était quoi à l'origine? Si je comprends bien, vous. C'était quoi? Qu'est-ce qui était vendu à l'origine dedans? Mais selon ce que j'ai vu, les cruches devaient être vides. Je ne sais pas si c'est certain, mais je pense que les cruches devaient être vides. Et les gens devaient les remplir avec qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, sinon, il y avait acheté beaucoup de bouteilles de gin, par exemple, peut-être la remplir avec du gin, de l'eau. C'est selon moi ce que j'ai pensé. Il était vraiment utilisé de cette manière-là, il peut peut-être être réutilisé. Je ne sais pas si ça encore, ça va rester à confirmer avec l'analyse archéologique des objets, mais c'est ça. Il y avait le commerce en vrac, là, tu sais, les gens allaient acheter leur cruche de ménage, c'est quelque chose qu'ils achetaient à l'épicerie, dans des cruches comme ça. Là. Intéressant. J'avais pas compris c'était quoi ta dire. C'était utilitaire. Utilitaire. Je sais pas dit que les gens achetaient des cruches avec différents produits, comme par exemple la mélasse, le sirop. Donc, c'est l'huile, l'alcool et l'eau sont des utilisations communes, mais on peut, il aurait pu être utilisé d'autres choses. Les bouteilles étaient souvent réutilisées à l'époque. Donc, si c'était une bouteille contre du painkiller Davis, exemple, elle aurait pu être aussi réutilisée de nombreuses fois pour d'autres choses. Comme quand des fois on réutilise des bouteilles d'eau pour quelque chose d'autre. C'est ça. Je vais identifier la plante. Faudrait pas. Faudrait demander à un archéobotaniste. Le savant demandait si il peut y avoir des choses peut-être pour identifier la plante qui est présente, peut-être pour identifier son contenu. Ça, je pense que ça serait une excellente idée que je n'avais jamais pensé depuis le début. Intéressant. Bon, ça va être. Ça, encore une fois, ça serait peut-être la partie que je pourrais le plus me tromper. Peut-être un petit point d'interrogation. Mais on l'a vu au début, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait certains outils lithiques, donc faits de pierre qu'on voyait depuis le début. C'est des pierres rondes, carrées, avec les bouts polis, arrondis. Et puis, la première que j'ai vue, je me suis dit, à quoi ça peut être? Je me disais, est-ce que c'est du comble de présence autochtone sur le site? Ça aurait pu. On ne sait jamais. Des fois, il y a des affaires historiques et paléohistoriques dans le même lieu. C'est possible. Mais j'ai vu, encore une fois, sur le répertoire du patrimoine culturel, très utile pour identifier des objets qui est made in Québec, c'est qu'on a trouvé au Québec. C'est trouvé au Québec. Il y a beaucoup d'outils
qui a été utilisé dans le traitement, dans l'aiguisement des outils du cuir. Donc, j'ai vu ces pierres-là et je me suis dit, connaissant l'histoire du cuir à Redville, comment c'était majeur, comment il y a eu parce qu'il y avait des festivals du cuir, ça intéressait un peu plus tard, évidemment. L'industrie du cuir est vraiment l'industrie, si on peut choisir une industrie qui représente Redville, moi je dirais l'industrie du cuir, je ne sais pas si Mario aussi serait d'accord. Oui, c'est ça. Donc, et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans le coin, peut-être le pratiquer chez eux ou c'est comme un hobby. On va faire du cuir dimanche, et plus on revient de la messe. Là. Je ne sais pas si c'est perdu. Tu peux cuire. Et ça. Les objets ressemblent étrangement avec des pierres à aiguiser. Ils ont notamment des rainures dessus. Donc, je sais qu'une des archéologues présentes est tracéologue. Donc, je sais que c'est plus sur des outils Quoi? Oui. Oui, je me suis dit. Donc, je sais que c'est plus sur des outils paléohistoriques, mais ça va un peu dans le même sens où on étudie les traces d'utilisation sur des objets, comme par exemple des objets en terre. Et cet objet-là, pourquoi j'ai pu penser que c'est un lien noir? Je sais que on fait la souris, on a pointé à l'avant. Et ici, juste là sur ces côtés, c'est taillé. C'est taillé d'une manière, et c'est à peu près la grosseur d'un pouce. Et c'est à peu près la grosseur d'un pouce. Et le bout, le bout c'est carré, le bout, ça devient, j'imagine, pointu. C'est assez beau maintenant. Donc, on voit certaines traces d'utilisation qui c'est plus encoché dans le bas. J'ai vu, mais vous comprenez? Oui, monsieur? Après, au début du siècle, on est beaucoup, là, pour le 1e siècle, il y a beaucoup de travail. Oui. Il y a trois qui faisaient zéro. Les castors, ça doit être majeur. Il va faire beaucoup de banquets, tout il va dans le temps, avec ça. Avec la nature. Oui, ça c'est. Il y a un monsieur qui mentionne qu'il y avait aussi beaucoup de trapage à la Redville. Donc, la traite des fourrures était une chose aussi qui était majeure. Donc, il y a pu vraiment avoir une peau. Il y a pu avoir de nombreux animaux qui ont pu être dépecés. Et la théorie c'est migratoire pour les peaux. Juste par la forme, le poids, j'ai pris un peu dans le grec. J'ai fait un peu d'archéologie expérimentale accidentellement. J'ai vu mais je me suis dit, comment ça peut être utilisé? C'est pour utiliser les outils. J'ai vu, ça me sert pour, comme j'ai dit, c'est une théorie. C'est peut-être une roche qui me trompe, peut-être que je me suis vraiment trompé. C'est une roche, mais selon moi, si c'est une utilité, ça serait un garroir utilisé par un tanneur. Et, comme c'est écrit dans le bas, je pense que c'est un des plus beaux artefacts. Quand on pense à des artefacts spectaculaires, on pense à un coffre au trésor, on pense à une bouteille avec un message dedans, une pièce de monnaie. Mais des fois, ça peut être des objets beaucoup plus banals, plus sombres, qui ne brillent pas, qui peuvent vraiment donner beaucoup d'informations sur le mode de vie des gens. Surtout quand on connaît le contexte, le fameux contexte qui est très important à préserver d'ailleurs si on fait une découverte archéologique. Mettons, vous vous promenez dans le bois, vous allez vous promener sur le terrain, exemple, un terrain, vous avez un ami, vous invitez à votre chalet, vous vous promenez dans le bois, et là, oh, un dépotoir, une pipe, c'est important. Vous pouvez photographier les objets que vous voyez, vous pouvez les observer, mais c'est important de les laisser en place parce que là, évidemment, malheureusement, la nature faisait que les objets tombaient graduellement. Donc, le contexte se faisait détruire par la nature, mais quand c'est en place, par exemple, dans une belle forêt, une propriété de forêt, où j'imagine juste un dépotoir sur le bord d'un dépotoir semblable et dans la forêt. Ce que vous pouvez faire, c'est le photographier, prendre au moins une photo et le signaler au ministère de la Culture et des Communications. Et puis, si jamais il y a à faire une fouille, ça va pouvoir être intéressant parce qu'on va pouvoir faire des liens entre les objets si on se fie vraiment au contexte global. Là. Parce que les objets, c'est beau, mais s'ils n'ont pas d'histoire derrière eux, ils servent à rien. Oui. Oui, mais ça, je vais peut-être faire une. C'est pas mal. On va remonter à très loin, là. Vous voyez? Juste ici, on peut voir ce qui peut ressembler. Celle-là, vraiment une encoche. C'est un petit trou en haut. Ça, c'est ça les fameux possibles très taillés. À côté, c'est des os de boucherie. Donc, des os de boucherie qui étaient comme vraiment utilisés. Oui? Par rapport aux pierres à utiliser sur le lien avec la palette historique, je sais que tu connais le site archéologique. Oui.
disais que là, ils ont sorti cette année une collection sur les familles là, à Conquilly, à Saint-Henri, là, Je sais pas. sur le site des chanteurs musicaux. Ils ont trouvé des vieilles familles. Puis là, il est sorti une édition matérielle incroyable avec la fabrication, la fabrication du pays. J'ai pas vu ça. Il y a des romans, là, ça Ah, l'archéologue me faisait que si vous visitez le site Archéolab, donc vous tapez Archéolab, vous allez tomber sur un site qui a une apparence orange-noir. Vous allez le voir, vous allez le reconnaître assez facilement. Et ils ont apparemment sous le Saint-Jean-Turcot, je sais pas c'est où. À Montréal. À Montréal, ils ont découvert, il y avait des anciennes tanneries qui étaient là, ils ont découvert, il y a plusieurs collections archéologiques sur le site, des fois des pièces de monnaie, les cabinets de l'apothicaire. Et il y a, il y a sur ce site-là une collection sur les outils, sur ce métier-là. Donc, peut-être qu'il va y avoir des choses, peut-être que si vous voulez regarder ça en profondeur, et c'est ça. Le dernier objet, qui est le plus. Si quelqu'un pense à une découverte archéologique, peut penser à cet objet-là. Ça fait ça, c'est ça ce qui faisait partie de la découverte de 2022. Donc, on remonte à quand même quelques années. Et c'est un jeton. Alors, mais pas n'importe quel jeton. Il faut se rappeler en contexte, la guerre de la conquête s'était produite environ 30 ans à cette époque-là. Et la monnaie qui circulait était, bien entendu, beaucoup de monnaie britannique. Et ce jeton-là fait partie d'une série de jetons qu'on appelle les jetons Condor en anglais, qui ont été fabriqués entre 1787 et 1797. Et ces jetons-là étaient utilisés pour plusieurs raisons. Premièrement, pour contrer le manque de pièces de monnaie présentes dans les colonies. Alors, on peut imaginer pourquoi. Il y a beaucoup d'industrialisation, il y a beaucoup de gens qui naissent, la médecine va un peu mieux. Les gens qui naissent, il y a beaucoup aussi de colonies qui sont. La Grande-Bretagne annexe vraiment beaucoup de pays. Et le Royaume-Uni, donc, il y a beaucoup de gens qui doivent acheter des choses et donc on a de l'argent. Et aussi, ils ne faisaient pas des monnaies à toutes les années, donc ça faisait qu'il y avait moins d'argent. Donc, c'est comme si moi et vous, on décidait, on n'a pas d'argent, mais on va fabriquer notre propre monnaie. Donc, c'est une belle initiative des gens. Puis, il y a vraiment des centaines de jetons qui ont été fabriqués au Royaume-Uni et aussi plus tard, par la suite, ça, c'est pas vraiment dans les jetons secondaires, un peu dans le même phénomène. Il y a eu beaucoup de jetons au Canada dans la première moitié du 19e siècle. Donc, des jetons de la Banque du Canada, des jetons, je pense, par exemple, au Sous-Bouquet. Je pense à quelle grosseur, ça? C'est gros comme un fou, un petit fou, un 25 cents. Ah, c'est gros. Un 2 Peut-être Un 25 cents. ça, c'est un peu plus gros qu'un 25 cents. Un petit peu plus petit. Peut-être un dollar. Ouais. C'est plus gros que Oui, ça, je vais l'expliquer. Ce jeton-là, c'était fait par M. John, c'était fabriqué à l'effigie de M. John Howard en 1794 et il est décédé 4 ans auparavant. Donc, c'était un monsieur au Royaume-Uni qui était assez. Oui. Est-ce qu'il y avait un imprimé, un dessin dessus? Ça, c'est la base de la monnaie. Oui, on voit le bon, c'est quoi la Ça, c'est l'arrière de la monnaie, donc on voit les bustes de M. John. Et au devant, je ne sais plus exactement, mais je pense qu'il y avait des taux, genre de soleil étrange, là. Je ne sais pas ce que ça signifie quoi. Mais M. John Howard, donc, qui était un philanthrope, donc quelqu'un qui était vraiment on peut dire à la mode. Il fait très bien en 2024. Il était végétarien, donc en 1790. En 1790, c'était assez spécial. Et si on peut s'imaginer que le système carcéral était assez dur à cette époque-là, et lui, il voulait réformer les prisons. Donc, c'est ça, il avait apporté des meilleures conditions aux prisonniers. Et il est mort en 1790, donc ils ont fait un jeton en son effigie parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'influence cette personne-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce monsieur-là, ça fait 1794, c'est l'année de fondation de la paroisse. C'est l'année de fondation de la paroisse, donc c'est un peu une drôle de coïncidence de trouver une pièce exactement la même année. J'ai pensé encore à un scénario faux, peut-être vrai. Le monsieur qui pique à travers le champ, qui s'en va à l'église, il est juste là. Là, son jeton, il tombe. Il trébuche, je ne sais pas quoi, il tombe sur la glace. C'est sûrement pas ça, mais bon.
On peut, et ça a une valeur, d'ailleurs, d'un demi-sou. Donc, vous prenez la valeur d'une scène noire, vous la coupez en deux, et c'est avec exactement cette valeur-là. Pas beaucoup. On a déjà aboli le scène noire et on parle d'abolir le 5 cents. Donc, imaginez-vous les demi-sous. Valeur de maintenant, pas valeur de l'époque. Oui. Ouais, c'est valeur D'époque. Valeur d'époque. D'époque, ça valait un peu plus. Et je me dis, à quand un token au Québec sur l'effigie de Jean-Pierre Ferland? Ça va conclure. Oui. Non, non. Ouais. Oui. Comment tu as fait pour savoir que c'était le visage de John Howard? Il y a des inscriptions, si je me souviens bien, sur le côté. Il faut que c'est John Howard. Ah, ok. Et aussi, les recherches sur Internet, ça peut vraiment aider. On tape, j'avais vraiment tapé jetons, quand j'avais trouvé jetons 1794, et j'ai vu plusieurs exemples de monnaie de type condaire, et celle-là était une commune. Et donc, Pointer au niveau vraiment le message. On va faire un contour. Faire un contour. alors, Oui, c'est le bon. c'est pas d'accord, vous allez voir, c'est on voit le visage du monsieur, il est là. Les inscriptions sont pas visibles. On voit que la monnaie, on s'en a fait la situation, c'est pas comme ça, complètement droit ici. Et puis, les inscriptions, vous allez peut-être mieux voir en vrai. En vrai. Donc, C'est ça. Avec les produits d'aujourd'hui, il n'y a pas moyen. je dirais qu'avec c'est ça. Les autres ont des Au centre de conservation de Québec, il y aurait les produits pour le. C'est ça. Personne demandait, est-ce qu'on pourrait embellir la monnaie? Le mieux, c'est de la laisser dans cet état-là. Pour l'instant. Parce que, pour l'instant, c'est ça. Parce que on peut faire des dommages, par exemple, à la patine ou la monnaie qui peuvent apporter des informations aux archéologues. Oui, Sur Internet, on peut voir Facebook. Oui, sur Internet. c'est pas le matériel. Je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est en bronze ou en cuivre. Voilà, là, je trouve c'est très bien dit. C'est ça, mais c'est le métal, c'est une petite note juste avant de terminer. Le métal, j'ai un peu appris à la dure. Quand j'étais jeune, j'achetais des rouleaux de sous noir. Et je collectionnais des monnaies. Il y en avait qui étaient plus foncées. J'avais trempé dans le coke. La monnaie avait eu plein de. Pas de coke, de vinaigre. La monnaie s'était retrouvée plein de trous. C'était juste pas beau. Donc, imaginez-vous comment quand la monnaie a peut-être passé 200 ans, 300 ans dans le sol, comment être encore plus fragile. Donc, il faut vraiment, tu sais, pas essayer de scratcher, laisser la monnaie, mais ouais, laisser les professionnels s'en occuper. C'est ça. Donc, c'est ça pour conclure. J'ai présenté les 10 objets. Ça, c'est. Ça, Hugo pourrait peut-être expliquer. Oui, ben c'est qu'on a les membres institutionnels à la Société d'histoire, puis quand on est membre institutionnel, on remercie nos membres institutionnels à la fin. On en a 2 pour l'instant. On a Mon Enfant Roi qui est en bas de la rue à gauche, puis le redville.ca. Voilà. Redville.ca, c'est M. Hugo qui s'occupe de ça, donc c'est une manière de savoir toutes les nouvelles qui se passent à Redville. Exactement. Oui. Une question d'autre. Combien de pieds carrés ont été publiés? Et est-ce qu'il y a eu des sondages sur le reste du terrain? Ça, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas. Je sais pas. Il n'y a pas eu de prévention, de l'archéologie préventive dans le sens qu'on peut investir le terrain avant de laisser les gens travailler dessus. Pour l'instant, il y a eu de la surveillance. C'est impossible que ce genre d'intervention soit préventive. J'ai pas. C'était juste. C'est ça. Les objets. On avait fait un signalement en 2022. Et puis, il n'y avait pas toutes ces affaires-là, mais on a vu que c'était comme. En fait, tu peux voir, l'histoire est complète sur l'article de l'ODD.com, on ne va pas trop élaborer. Mais c'est ça, il n'y a pas eu de fouilles avant les travaux. Mais j'espère bien qu'il va y en avoir, parce que Terrain d'œuvre Construction, puis la compagnie qui est juste propriétaire du lot au sud. La zone à salter, oui. Souvent, on l'a vu à l'ancienne usine qui avait fait l'ancienne. Ils ont vu qu'il y avait un site qui était conséquent à ça. Oui, beaucoup. J'espère vraiment que le terrain va avoir d'autres interventions archéologiques parce que il y a un certain
ça, c'est à mentionner, il y a un certain affaissement sur le terrain qui était causé par un bloc de béton. Et déjà là, à la surface du sol, je l'avais mentionné à Mme Véronique, il y a encore des artefacts vraiment semblables et de la même époque à Pointe-du-Deuil. Donc, je pense qu'il y aurait pu avoir beaucoup de dommages dans ce point-là, je peux me permettre. Et oui, prochaine diapositive. Ça, c'est les sources de la présentation, les sources historiques qui ont été, évidemment, qui ont été présentées par Marie aussi. Je fais une petite attention sur le site, encore une fois, de la Society for Historical Archaeology. Donc, pour identifier les bouteilles dans un ordre chronologique, est-ce que c'est soufflé? Est-ce que c'est fait à la machine? C'est un super site, vraiment, il y a tout. Là. Je peux pas, il n'y a pas rien que je n'ai pas trouvé sur ce site-là. Il faut juste un peu se familiariser avec la terminologie qui n'est pas évidente au début. Mais c'est Archéolab de la bonne terminologie Oui. français. Oui, c'est ça. Archéolab, j'ai utilisé le site anglais, ça m'a fait des erreurs de traduction. Mais Archéolab aussi, ça, c'est pas écrit que j'aurais dû le mettre. C'est un site en français, c'est des objets qui ont été trouvés au Québec. Donc, vous allez probablement avoir beaucoup de choses. Vous allez peut-être sûrement trouver l'objet identifié. La plupart des objets que j'ai trouvés étaient sur Archéolab. Il y a déjà une fiche de description dessus. Donc, c'est ça. Merci. Mon commentaire, moi, on s'est croisés souvent dans la vie. Oui. 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 Là, je suis super impressionnée. Je parle comme un archéologue. De la bonne façon de penser. J'ai enseigné à l'université 5 ans le premier cours d'archéologie, méthodologie, la première section de l'étudiant en fait. Écoute, bon, ça va être pas avant mes pensées. Mais tu sais, il n'y en avait pas beaucoup qui pensaient déjà naturellement. C'est pas naturel comme tel, tu dois acquérir, de travailler, de faire des recherches. Mais la façon d'analyser, de faire des liens, de comprendre qu'est-ce qui est intéressant dans l'objet, pas juste l'objet lui-même. Non, c'est ça. Puis ultimement, dans ce cas-là, malheureusement, il y a eu un bouleversement. Mais normalement, le contexte est plus plus de l'objet, ça va être tellement limité par rapport à ça. Mais bravo parce que je vais faire que tu veux en avoir. J'espère que toi, tu sauras avec la réponse. Je vous dirais que j'étais content de voir qu'il y avait beaucoup de choses. En même temps, j'étais triste de voir le contexte. La pluie, les orages, là, ça faisait des ravages extrêmes. Là, ça faisait... Oui. Il y a une fois, je me prenais sur le terrain et j'ai entendu un éboulement. Et c'était vraiment. Si j'étais en dessous de là, c'était la mort pour moi. C'est ça que j'ai pensé. Oui, parce que c'est des objets empilés avec des espaces. C'est un objet tombé, c'est comme un domino. Et oui. Dans la même ordre d'idée que madame, je pense qu'elle est tombée dans l'entrevoie. Mais moi, ma question, ma préoccupation, c'est ça a l'air d'être un terrain où plusieurs personnes peuvent se promener dessus. Oui, à l'époque. Là, On a demandé 2 fois à la ville de sécuriser parce qu'à 2 reprises, le terrain était complètement ouvert. Il y a des gens qui défaisaient. Moi, j'ai rappelé le 3-1 pour dire le terrain il faut sécuriser. Il y a même des gens qui se sont coupés avec des morceaux de verre pendant des cycles. Imaginez-vous, moi, à 10 ans, j'étais un petit peu de tomboy. J'aurais trippé passer avec mon petit bicycle, puis m'en aller dans la tête de sable. Puis on a fait réaliser que c'est fermé du côté de Martel, mais c'était complètement ouvert du côté du Villeneuve. Mais là, est-ce que. Là, c'est sécurisé au complet, il y a des questions des gens. Non, c'est remblayé. De toute façon, la plupart. Et c'est ça qui est important, tu sais. Si. Oui. Il reste le terrain de l'enquêteur. Peut-être, je me dis bien qu'il peut y avoir comme j'ai dit, l'affaissement sur le bloc, avec le bloc d'asphalte que j'ai vu, il était sur l'école. Et encore une fois, à quelques centimètres sous le sol, il y a encore des artefacts environ dans les mêmes années. J'ai vu une base de bouteille avec les marques de ventilation du verre dessus. Et donc, ça date à peu près les mêmes années, peut-être un petit peu plus récent. Mais bref, donc, je pense qu'il va y avoir aussi d'autres zones où il y a eu des rejets des déchets dans ce terrain-là aussi. Je ne sais pas. Parce qu'on n'est pas tous sensibilisés comme toi. Non! Même moi, c'est un apprentissage. Je peux remercier d'ailleurs
Je remercie aussi beaucoup M. Hugo Chouinard. C'est lui qui m'a un peu. C'est lui qui m'a introduit à l'aspect, c'est lui qui m'a expliqué c'était quoi le contexte, c'est lui qui m'a expliqué c'était quoi l'importance, la méthode scientifique, qu'est-ce qu'elle apporte versus les méthodes anciennement, ou quand on voulait atteindre les couches, ça c'est une vraie histoire. Là. Il y a un archéologue qui voulait atteindre les couches, je parle en 1873, là, dans ce point-là, qui voulait atteindre les couches supérieures, il a dynamité les couches, les couches inférieures, il a dynamité les couches supérieures pour accéder exactement, et ils ont fait une analyse plus poussée par la suite, et la couche d'occupation qu'il cherchait, ben, en fait, il aurait dynamité accidentellement, il aurait cherché une couche d'occupation plus ancienne que ce qu'il voulait vraiment. Donc, je pense que son nom c'est Himmler, ou je sais pas quoi, là, mais il est en allemand, puis c'est un proto-archéologue, comme on l'appelle. Honnêtement, alors, je voudrais absolument qu'on convainque les gens-là je répondrais à cette intervention-là. Concernant le terrain juridique, effectivement, là, des citoyens nous ont rapporté la société d'histoire avoir découvert des objets sur le site de l'ancien garage de Ville qui a été démoli. Il y a un an et demi, à peu près. Disons comme ça. On l'a mentionné à la Ville de Québec. On a fait une conférence là-dessus sur l'histoire du terrain au Conseil des quartiers ici à la Société d'histoire, à laquelle conférence participait la conseillère municipale du quartier. Ils nous ont rencontrés par la suite le service du patrimoine de la Ville de Québec. Je leur ai partagé la présentation PowerPoint que j'ai utilisée pour faire la conférence en question. On les a sensibilisés à l'histoire de ce terrain-là, qui avait un hôtel depuis au moins 1937. Et c'est resté à peu près lettre morte. Disons ça comme ça. Pour le moment, le terrain, à moins qu'il y ait eu un changement dans les derniers jours, non, mais. et on appartient toujours à la compagnie Irvine. Donc, on ne peut pas forcer les domaines privés à faire une intervention archéologique sur son terrain. Là, il y a une question que la Ville de Québec achète, exproprie le terrain. Puis ben, à ce moment-là, j'imagine qu'il y aurait autre chose de plus sérieux qui serait fait pour la préservation du patrimoine matériel. Mais nous, on sera là, toujours la Société d'histoire, pour leur rappeler que nous avons une histoire bien importante et que l'histoire ne s'arrête pas avec nos agriculteurs. Elle continue vers le nord, bien sûr, nos fortifications. Ouais. Mais on essaie le plus possible de les convaincre, de leur expliquer, mais tu sais. Ça vient des communautés. Même nous, les frères archéologues, on fait une recherche, on essaie des endroits qui sont intéressants, on aime ça. L'argent. Le budget ne doit pas être Mais souvent, les compagnies privées qui possèdent un terrain, si à cette pression, si on leur fait comprendre, regarde, si tu condamnes. Donc, des fois, ça leur fait une bonne vue de financer les fruits, J'ai vu qu'il y avait M. Verrette qui avait levé sa main tantôt. Ouais, vas-y. Juste pour revenir à la première bouteille, de liqueur Fortier. Fortier, oui. Ouais. La bouteille, il y avait encore aujourd'hui. À Chambre-du-Coulard. Si tu vas sur Internet, là, tu vas voir que les bouteilles qui ramassaient n'importe où, à un moment donné, tu as parlé de bouteilles fabriquées en usine. Oui. OK? Il y a liqueur Fortier, mais en 1945, quand je suis venu au monde, j'ai commencé à en voir vers 52-53. Oui. On a fait une petite d'éclair, avec une label peinturée dessus. Oui, Applied Color. Ça était écrit, il était sur pinceau. Puis en 53, c'est juste que c'est devenu liqueur Fortier. Je sais pas. Alex Coulon. Alex Coulon. C'est pas quelque chose pour les entreprises. Ah, oui, ce qui est assez. Fortier, c'est vraiment des marques. J'ai aimé ça quand j'ai trouvé ça, parce que c'est un produit local. Et Québec, il y a aussi eu un sirop d'huile de foie de morue de par docteur Ed Morin, je tiens bien. Le produit local, c'est toujours intéressant. Je suis content. Même partager votre témoignage sur LZR Fortier. Je savais que mes parents n'ont pas connu ça, mais je suis content de ça.
J'ai Hugo, je pense que c'est une question. Ouais. Juste avant qu'il parle, je veux juste dire qu'il y a Loretteville, puis il y a le autour de Loretteville aussi. Hein, mais il y a Loretteville. Oui. Quand on parlait de sensibilisation, ben, on a 3500 vues sur l'article. Quand même bien pour un petit quartier. Deuxième affaire, là, j'ai 4 choses. Il ne faut pas que je me mélange. Ben, on a ramené 10 artefacts. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez aller les voir, mais vu que vous les connaissez mieux aussi, vous pouvez aller les revoir. Oui. Ça peut être intéressant. Troisième affaire, ben, n'oubliez pas le coup de main pour ramasser les chaises. Quatrième affaire, je veux qu'on réapplaudisse Thomas parce que moi, j'aurais jamais fait ça.